Bon, allez, on enchaîne la capsule. Donc les juristes, on va parler donc des perquisitions qui ont été réalisées dans le lot, qui devaient être réalisées dans les locaux du ministère de la Justice. Ça concerne effectivement Éric Dupond-Moretti, donc qui a décidé de mettre en œuvre une question prioritaire de constitutionnalité. Donc le but, encore une fois, c'était de contester des dispositions du Code de procédure pénale qui encadrent les perquisitions, et ces dispositions violeraient la séparation des pouvoirs en ce qu'elles permettraient la perquisition des locaux d'un ministère, voilà. Ça porterait atteinte entre la séparation des pouvoirs entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Alors le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 février 2023 par la Cour de cassation donc, de cette question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 56 du Code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 57 du Code. Bon, je vais pas vous faire toute la liste parce que c'est assez long et chiant. Donc l'objet de la question. Donc l'article 56 du Code de procédure pénale. Ouais, c'est un peu ça l'idée. L'article 56 du Code de procédure pénale détermine les conditions selon lesquelles les perquisitions et saisies peuvent être réalisées dans le cadre d'une enquête de flagrance. Donc on va rejeter un petit coup d'œil si on peut pas avoir une petite explication sur ce qu'est une enquête de flagrance. Alors il n'y a pas une petite définition. Eureka, enquête de flagrance. On a un petit truc de cabinet, une petite explication sur un cabinet spécialisé en droit pénal. Enquête de flagrance. Donc l'enquête de flagrance s'applique sur des infractions suffisamment graves pour justifier les pouvoirs élargis des enquêteurs. Elle ne peut être envisagée que lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de prison. En cas de recours à cette enquête, deux autres conditions doivent être réunies. Donc tout d'abord, une condition temporelle. Cette condition est réputée remplie lorsque l'infraction se commet actuellement et ensuite l'infraction vient de se commettre, ou lorsque dans un temps très voisin de l'action. Voilà. Ensuite, condition matérielle. Alors, l'élément visuel. Donc il n'existe d'infraction flagrante que si l'existence s'avère révélée par des indices apparents d'un comportement délictueux. Voilà. Donc là on a donc si vous voulez en savoir plus sur l'enquête de flagrance, je vous transmets les sources. Voilà. Comme ça, bon, de temps en temps on va essayer de choper quelques informations, si on peut choper des trucs vulgarisés, etc. Alors les articles 56-1 à 56-5 du même code prévoient des garanties particulières encadrant ces opérations, donc d'enquête de perquisition, lorsqu'elles sont réalisées dans des lieux abritant des documents couverts par certains secrets. Là notamment le secret de l'instruction. Là on est quand même sur un ministère de la justice, quoi. Il y a des documents qui sont couverts par le secret. Alors, donc le quatrième alinéa de l'article 96 donc, du Code de procédure pénale prévoit que ces dispositions sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction. Alors, les critiques formulées contre ces différentes dispositions, donc le requérant, donc monsieur Éric Dupond-Moretti, parce que bon, ils ont quand même mis Éric D, mais bon, on se dit bien que c'est Éric que c'est Dupond-Moretti. Donc le requérant reprochait à ces dispositions de ne pas prévoir de garantie protégeant les prérogatives du pouvoir exécutif dans le cas particulier où ces opérations sont réalisées dans les locaux d'un ministère à l'occasion d'une information visant un membre du gouvernement. Selon lui, ces dispositions étaient ainsi entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant le principe de séparation des pouvoirs. Voilà. Donc en fait, ce qui a été reproché, donc là, l'argument, pour le résumer, c'est le législateur n'a pas suffisamment encadré les modalités de mise en œuvre des perquisitions au point que c'est susceptible de porter une atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Voilà. Et qu'on aurait possibilité pour le pouvoir judiciaire de mettre en place de faire une pression beaucoup trop importante sur le pouvoir exécutif. Voilà. En permettant la perquisition, si je puis dire, de locaux
de locaux d'un ministère, et surtout que la perquisition concernerait un membre du gouvernement. Voilà. Alors, le requérant, donc Dupond-Moretti, fondait expressément son argumentation sur ce seul principe, sans mobiliser d'autres exigences constitutionnelles. Il demandait ainsi au Conseil constitutionnel de reconnaître de façon inédite dans sa jurisprudence l'invocabilité d'un tel grief dans le cadre de cette question prioritaire de constitutionnalité. Parce que, encore une fois, l'une des difficultés qu'il fallait soulever, c'était est-ce qu'on peut considérer que le principe de séparation des pouvoirs est un droit ou une liberté garantie par la Constitution au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Parce que je vous rappelle que l'une des conditions pour pour soulever une question prioritaire de constitutionnalité, c'est de se prévaloir d'un droit ou d'une liberté garantie par la Constitution. Voilà. En fait, l'une des questions majeures, c'est est-ce que dans une question prioritaire de constitutionnalité, on peut se prévaloir d'une violation du principe de séparation des pouvoirs. Alors, disons que le principe de séparation des pouvoirs, s'il est mobilisé, en général, il peut être mobilisé lorsque le Conseil constitutionnel effectue un contrôle a priori de la loi, c'est-à-dire avant la promulgation de la loi. Là-dessus, le principe de séparation des pouvoirs, je vois pas pourquoi est-ce qu'il pourrait pas être mobilisé. Par contre, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, c'est plus compliqué parce que on ne sait pas si on peut qualifier la séparation des pouvoirs comme un droit ou une liberté garantie par la Constitution. Parce qu'en général, droit et liberté garantis par la Constitution, c'est par exemple la sûreté, le droit de propriété, la liberté d'entreprendre, ou encore les droits de la défense, ou même le principe d'égalité. Tout ça, c'est des droits... c'est garanti par la Constitution. Et salut à toi, Dayon. Et vous allez voir, et spoiler alerte de mémoire, le Conseil constitutionnel a refusé de considérer que le principe de séparation des pouvoirs est un droit ou une liberté garantie par la Constitution. Alors, par sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle qu'au titre de l'article 61-1 de la Constitution, lorsqu'à l'occasion d'une instance... Donc là, en fait, c'est la disposition qui encadre la question prioritaire de constitutionnalité. Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant un juge, une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, qui se prononce dans un délai déterminé. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté garantie par la Constitution. En gros, vous pouvez pas simplement... Il y a autre chose aussi, c'est lorsque vous dites que le législateur n'a pas exercé pleinement toute sa compétence, c'est-à-dire n'a pas suffisamment encadré une disposition législative, il faut que derrière vous arriviez à rattacher ça à une violation d'un droit ou une liberté garantie par la Constitution. Parce que ça fait partie des conditions nécessaires pour pouvoir engager votre question prioritaire de constitutionnalité. Parce que si vous dites simplement, ouais, mais le législateur, il a pas exercé pleinement sa compétence, mais que vous ne rattachez pas ça à une violation, par exemple, je sais pas, du principe d'égalité ou du droit de propriété ou des droits de la défense, le Conseil constitutionnel va dire ouais, mais vous êtes bien gentil, mais malheureusement vous vous plaignez pas d'avoir subi une violation d'un droit ou d'une liberté garantie par la Constitution à cause d'une disposition législative. Tout ce que vous dites, c'est que la loi est pas suffisamment encadrée, mais de manière abstraite et sans le rattacher à une violation d'un droit ou d'une liberté garantie par la Constitution. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. En fait, on peut pas, Dupond-Moretti peut pas se prévaloir en fait du fait que le législateur aurait pas suffisamment encadré les perquisitions et que ça aurait eu pour conséquence de violer un droit et une liberté garantie par la Constitution, parce que le principe de séparation des pouvoirs n'est pas, aux yeux du Conseil constitutionnel, un droit et une liberté garantie par la Constitution. Alors bon, selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Donc là, en fait, c'est l'article qui résulte de ces dispositions.
le principe de séparation des pouvoirs. En gros, c'est à partir de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'on a le principe de séparation des pouvoirs, qui s'applique notamment à l'égard du gouvernement. Il peut être invoqué devant le Conseil constitutionnel saisi en application de l'article 61 de la Constitution. Sa méconnaissance ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté garantie par la Constitution. Donc ça c'est intéressant. Donc on rappelle, il me semble, donc si je dis pas de bêtises, l'article 61 normalement c'est le contrôle a priori. Donc alors ouais, ça concerne les lois organiques et les règlements des assemblées parlementaires. Par contre, je pense pas qu'il puisse être invoqué dans le cadre d'une contestation d'une loi ordinaire. Donc c'est pas dans n'importe quel contrôle a priori. Là-dessus, faudrait vérifier. Mais là, ce que nous rappelle ici le Conseil constitutionnel, c'est que dans le contrôle des lois organiques, dans le contrôle des règlements des assemblées, donc Sénat et Assemblée nationale, il y a la possibilité de se prévaloir ici du principe de séparation des pouvoirs. Par contre, si on conteste une loi ordinaire, et notamment a posteriori, voire même je pense ou même à titre a priori, il faut que lorsqu'on invoque le principe de séparation des pouvoirs, il faut le rattacher à un droit de liberté que la Constitution garantit. Et là, c'est pas ce qu'a fait Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, il a fait l'erreur, si je puis dire, de dire ouais, le législateur n'a pas suffisamment exercé pleinement sa compétence et ça a pour conséquence de violer le principe de séparation des pouvoirs. Mais derrière, il ne l'a pas rattaché à une violation, je sais pas, du principe d'égalité, du principe des droits, des droits de la défense, etc., ou d'un autre droit de liberté garanti par la Constitution. Par ces motifs, en appliquant ce faisant une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance de l'étendue de la compétence de sa compétence par le législateur dans ces conditions, dans des conditions affectant le principe de séparation des pouvoirs. Voilà. Donc en gros, Dupond-Moretti s'est fait saucer, quoi. Moretti se planquait derrière la Constitution pour qu'on ne cherche pas ses casseroles, en gros. C'est à peu près ça l'idée. Sauf que malheureusement, peut-être qu'il aurait pu s'en sortir. Il aurait peut-être pu s'en sortir s'il avait rattaché la violation en fait du principe de séparation des pouvoirs, s'il l'avait rattaché à une violation d'un droit ou une liberté garantie par la Constitution. Je sais pas, principe d'égalité, principe des droits de la défense, atteinte à la vie privée, par exemple. Mais je pense que malheureusement il n'y avait pas suffisamment de matière à rattacher à ça, et du coup il a tenté un peu le tout pour le tout, en se disant si je dis que le législateur n'a pas suffisamment encadré les perquisitions et que ça viole le principe de séparation des pouvoirs, peut-être qu'éventuellement ça peut passer. Mais selon le Conseil constitutionnel, ça passe pas. Apparemment, on peut invoquer le principe de séparation des pouvoirs sans trop de difficulté lorsqu'on contrôle des lois organiques ou des règlements d'assemblée. Alors, loi organique, ce sont les lois qui ont pour fonction de préciser des dispositions de la Constitution. Par exemple, vous avez une loi organique qui précise le fonctionnement du défenseur des droits. Vous avez une loi organique qui précise le fonctionnement, qui précise la procédure du référendum à l'article 11, etc., etc. Voilà. Merci pour la loi organique. Oui, je préfère faire ce petit rappel parce que c'est pas évident pour tout le monde. Mais par contre, pour une loi ordinaire, j'ai l'impression qu'on peut pas invoquer tout seul le principe de séparation des pouvoirs. Si vous voulez vous prévaloir d'une violation du principe de séparation des pouvoirs, vous devez le rattacher à la violation d'un droit ou une liberté garantie par la Constitution. Du moins, une chose est sûre dans le contrôle a posteriori, c'est-à-dire dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité. Par contre, dans le cadre d'un contrôle a priori, là-dessus, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et j'ai pas le temps de faire la vérif. Voilà. Donc j'espère que cette capsule vous a intéressé.